Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours d'introduction à l'économie. Sur cette vidéo, nous allons étudier la notion de demande. Alors qu'est-ce que c'est que la demande? La demande nous dit, en fonction du prix d'un bien, quelle est la quantité que les consommateurs souhaitent acheter. Regardons un exemple. Supposons qu'on est en vente ce beau mug de Lix et on a 4 personnes qui peuvent décider ou non d'acheter ce mug. Le prix maximal que chacun est prêt à payer est donné par le tableau ici. Donc on voit que Anne est prête à payer 5 € maximum, Paul 8 €, Camille 15 € et Jonah est prêt à payer 20 € pour acheter un mug. Donc on va regarder la demande du nombre total de mugs en fonction du prix du mug. On va commencer par regarder la demande d'un des 4 acheteurs potentiels. Si on regarde le cas de Anne, Anne est prête à payer 5 € maximum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la quantité en abscisse et on met le prix en ordonnée, c'est un petit peu l'usage en économie. Donc si on regarde, lorsque le prix est supérieur à 5 €, Anne n'est pas prête à acheter le mug, donc la quantité vendue est 0 ici. En revanche, lorsque le prix est inférieur à 5 €, dans cette zone, Anne souhaite acheter le mug et la quantité vendue est 1. Donc on a une courbe de demande pour Anne, qui est d'abord décroissante, puis plate, et puis en fait encore une ligne verticale, et puis elle serait plate ici si on voulait compléter. Si on regarde maintenant pour Paul, on a la même chose, une fonction escalier avec un changement à 8 €. Si on regarde pour Camille, le changement se passe à 15 €. Et enfin, pour Jonah, c'est la même chose à 20 €. C'est lui qui est prêt à payer le plus pour le mug. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde la demande totale de mugs, c'est la somme des demandes des 4 individus. Donc, en fonction d'un prix donné, on regarde en fonction du prix, la quantité vendue va être la somme des 4 quantités vendues. Donc, en fait, on prend la somme dans cette direction-là. Donc, si on regarde, par exemple, un prix situé à 10 €, la demande totale est de 2 mugs, parce que 2 des 4 acheteurs sont prêts à acheter le mug, les autres ne souhaitent pas acheter le mug. Donc, on a une fonction de demande ici qui est décroissante et qui est en escalier. On voit bien que s'il y a plus de consommateurs, plus en plus de consommateurs, on va avoir des packs qui vont être relativement de plus en plus petits et la fonction va finir par être relativement lissée. Mais on y reviendra plus tard. Une notion qui est importante en économie, c'est la notion de surplus. On se demande quel est le gain en termes économiques du fait d'avoir un marché, du fait qu'il y ait des mugs à vendre à un certain prix. Donc l'unité de mesure, ce surplus, s'obtient en se posant la question suivante. Combien est-ce qu'un consommateur, ou combien plus tard est-ce que l'ensemble des consommateurs, aurait été prêt à payer en plus pour obtenir la même quantité? Si on regarde ici par exemple un prix fixé à 10 €, Anne, qui est prête à payer maximum 5 €, n'achète pas le mug, donc sa demande est 0, le surplus pour elle est de 0, parce que finalement, qu'il y ait un mug en vente à 10 € ou qu'il n'y ait pas de mug en vente du tout, c'est la même chose pour elle. Paul, qui est prêt à payer 8 €, est dans la même situation. En revanche, si on regarde Camille, qui est prête à payer 15 € par un mug, elle demande un mug si le prix est 10 €, et donc elle fait un gain, si on veut, qui est équivalent à 5 €. Pour Jonah, qui est prêt à payer 20 €, ce gain, du fait de pouvoir acheter les mugs, est de 15 €, de 10 €, pardon. Et si on regarde donc le surplus total, qui est la somme des surplus des différents consommateurs, ce surplus total est égal à 15 €. Il est intéressant de représenter ce surplus de manière graphique. Donc ici, on a repris notre fonction de demande qu'on avait déterminée il y a quelques minutes, et on va représenter ici le surplus pour chacun des consommateurs. Donc si on prend un prix fixé à 10 €, quel est le surplus de Jonah? On dit que Jonah a un gain qui correspond à une unité. Donc Jonah achète au prix de 10 € une unité du bien, il achète un mug, et son gain est la différence entre le prix maximum qu'il est prêt à payer, 20 € et le prix payé ici. Donc, le surplus de Jonah s'exprime par ce rectangle. Maintenant, si on regarde le surplus de Camille, Camille est prête à payer 15 €.
pour elle, le surplus, il est la quantité achetée, c'est-à-dire 1 pour elle, fois la différence entre les 15 € maximum qu'elle est prête à payer et les 10 € effectivement payés. Donc, l'aire de ce rectangle correspond au surplus de Camille. Si on regarde le surplus des deux autres acheteurs potentiels, il est de 0, donc on ne va pas le représenter ici. Maintenant, on regarde le surplus total. Le surplus total, c'est la somme des surplus individuels, et donc c'est l'aire, on voit, qui est supérieur à P et qui est au-dessous de la fonction de demande. Donc graphiquement, c'est ainsi, par cette aire, qu'on arrive à représenter le surplus total des consommateurs. Donc, pour rappel, pour obtenir le surplus total, on regarde la fonction de demande, on trace une ligne horizontale au niveau du prix, et le surplus est donc l'aire comprise entre les deux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a plus d'une unité du bien à vendre? Parce que le cas d'une seule unité pour le mug est bonne pour l'exemple, mais de manière générale, les consommateurs peuvent décider d'acheter une ou plusieurs unités d'un bien, et pour beaucoup de biens, en fait, ils peuvent décider d'acheter une quantité qui va être représentée par un nombre continu. Mais regardons d'abord le cas de plusieurs unités. Pensons par exemple à des tablettes de chocolat où on peut acheter, pour simplifier, 0, 1, 2 ou 3 tablettes de chocolat. La première chose qu'on a à faire, c'est de réfléchir à ce qui va être la quantité maximale qu'un consommateur est prêt à payer pour acheter une tablette de chocolat. Et ce qui est important à avoir en tête ici, c'est que cette quantité maximale ne va pas être la même pour un acheteur qui a déjà une tablette de chocolat, qui a déjà acheté une tablette de chocolat, ou qui n'en a pas acheté, ou qui en a déjà acheté 2 ou 3. Et ce qu'on utilise comme notion, c'est cette notion ici de propension marginale à payer, qui nous dit pour un individu ayant déjà un certain nombre d'unités du bien, le montant maximal que cet individu est prêt à payer pour une unité supplémentaire du bien. Donc, pour fixer les idées, ici on a représenté encore notre 4 acheteurs potentiels, les 3 quantités qu'il est possible d'acheter, plus la quantité 0. Et que sont ces nombres-là? Si on regarde par exemple le cas de Camille, Camille, lorsqu'elle a 0 unité, est prête à payer 9 € pour avoir sa première tablette de chocolat. En revanche, si elle a déjà une tablette de chocolat, la deuxième tablette de chocolat ne lui fait pas autant envie, on va dire, que la première, et elle est prête à payer 5 € pour une deuxième tablette de chocolat. Donc on voit que ici, les chiffres sont décroissants, on passe de 9 à 5, voulant dire que la propension marginale à payer a tendance à être décroissante. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et donc, si on regarde Camille, encore une fois, pour passer de 2 à 3 tablettes de chocolat, là, elle est uniquement prête à payer 1 €. Donc, c'est ce tableau-là qu'on va utiliser pour créer les fonctions de demande des différents consommateurs et la fonction de demande totale en fonction du prix. Donc, regardons encore une fois la demande individuelle. Pour le cas de Anne, si le prix est supérieur à 5 €, elle n'achètera même pas la première tablette de chocolat, donc sa demande est nulle. En revanche, lorsque le prix passe au-dessous de 5 €, sa demande augmente et elle arrive à une tablette de chocolat. Si le prix est compris entre 2 et 5 €, elle achète une première tablette de chocolat à 5 €, mais vu que sa proportion marginale à payer pour la deuxième tablette de chocolat est uniquement 2 €, elle n'achètera pas de deuxième tablette de chocolat. Si ensuite le prix arrive à 2 €, là, Anne est prête à payer pour la seconde tablette de chocolat. Et enfin, si le prix descend au-dessous de 1 €, elle est prête à payer pour une troisième tablette de chocolat. Et on s'arrête là, puisqu'on suppose qu'on peut acheter 3 tablettes de chocolat maximum pour l'exemple. Donc, on peut refaire ces demandes individuelles pour chacun des autres consommateurs. Pour Paul, on obtient une deuxième courbe. Pour Camille, on obtient une troisième courbe. Enfin, pour Jonah, on obtient une quatrième courbe. Et maintenant, on va créer la fonction de demande totale, la demande totale de l'ensemble des consommateurs. Et pour ça, on prend encore une fois la somme. Alors, il faut faire un petit peu attention parce qu'on ne va pas prendre la somme des fonctions dans le sens de leurs données. On va prendre la somme des fonctions dans le sens des abscisses. Donc ici, on a encore une fois une fonction en escalier. Si le prix est supérieur à 15 €, personne n'achète de tablette de chocolat. Ici, on a une demande qui augmente progressivement au fur et à mesure que le prix diminue. Et il s'arrête à 12. Voilà donc pour le cas d'un bien
indivisible, hein, où on peut acheter un certain nombre d'unités comme la tablette de chocolat. De manière générale, on va s'intéresser à des biens divisibles, parce que c'est quand même un petit peu plus simple de travailler avec un continuum de biens plutôt qu'avoir un ensemble discret des fonctions en escalier. Donc on va regarder dans le cas général d'un bien divisible, quelle est la demande individuelle d'un consommateur pour le bien en question. On part de cette notion de proportion marginale à payer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, de manière générale, on va supposer que plus le consommateur possède d'un certain bien, moins il est prêt à payer pour une unité supplémentaire, parce qu'il a tendance à saturer, il a tendance à avoir une certaine satiation de ce bien-là. On comprend très bien que pour avoir un petit peu de sel, on est prêt à payer beaucoup, pour avoir beaucoup plus de sel, on est prêt à payer moins. C'est généralement ce qui est observé empiriquement. Donc représentons ici en fonction de la quantité la propension marginale à payer du consommateur. Fixons un prix P. Ici, à ce prix P, on se demande quelle est la quantité maximale que le consommateur est prêt à payer, quelle est la quantité maximale que le consommateur souhaite acheter à ce prix P. Donc imaginons une quantité qui soit ici, par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? On a que la propension marginale à payer du consommateur est supérieure au prix du bien, puisque la courbe ici est au-dessus du prix P. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le consommateur, à ce prix-là, souhaite augmenter sa consommation du bien, puisque chaque unité consommée du bien vaut, de son point de vue, plus que le prix. Donc on va avoir, à partir d'ici, une augmentation de la demande. En revanche, si on était parti d'un point dans cette zone, ici, chaque unité du bien représente moins, en termes monétaires, on va dire, à une valeur moindre que le prix correspondant. Donc, lorsqu'on est ici, étant donné que la proportion marginale à payer est inférieure au prix, le consommateur a tendance à diminuer la quantité consommée. Donc, évidemment, vous avez deviné la suite. La quantité demandée par le consommateur est simplement déterminée par sa propension marginale à payer, et il va demander une quantité telle que sa proportion marginale à payer à cette quantité-là est précisément égale au prix du bien. Donc ça veut dire très simplement que les proportions marginales à payer nous donnent directement les fonctions de demande individuelle de chacun des consommateurs. Maintenant, regardons la notion de surplus. Qu'est-ce qui se passe pour cette notion de surplus? On en a parlé, on a vu assez clairement ce qui se passait dans le cas d'un bien individuel. Maintenant, on va regarder directement ce qui se passe dans le cas de ce bien divisible. Réfléchissons un petit peu à quel est le gain pour un consommateur du fait qu'il a pu acheter une certaine quantité Q du bien à un prix P. Quel est le gain du consommateur, on va dire, pour la première unité de bien acheté? Donc ici, la quantité est nulle. On se passe du point de vue d'un consommateur qui n'a pas encore acheté de bien. Il va acheter une première unité de bien et sa propension marginale à payer pour cette première unité est représentée ici sur la courbe. Donc le gain pour la première unité de bien est donné ici par le point sur sa courbe. Donc en fait, le gain, très simplement, pour cette première unité, il va être représenté par la surface de ce petit rectangle. Et bien, si on part ensuite à une unité un tout petit peu plus grande, une seconde unité du bien, on aura ce petit rectangle-là, puis ce petit rectangle-là, puis ce petit rectangle-là. Et on voit très bien tout de suite qu'on arrive ici à la définition d'une intégrale, et que donc, le gain du consommateur, ce qu'on appelle le surplus, est représenté par la surface de sa courbe de demande qui se trouve au-dessus du prix P du bien et qui se trouve au-dessous de sa courbe de demande. Donc, encore une fois, cette surface ici représente ce qu'on appelle le surplus du consommateur. Lorsqu'on parle de demande et de choses qui impactent la demande, il faut faire toujours attention de savoir si on parle de demande, c'est-à-dire de la fonction de demande du consommateur, ou de la quantité demandée. C'est la différence tout simplement entre une variable ou une fonction plutôt et la valeur prise par cette fonction en un point. Donc lorsqu'on parle de la demande, pour un petit peu préciser la terminologie, on parle de la fonction qui est une fonction du prix.
En revanche, lorsqu'on voudra dire que le consommateur a une certaine demande, on va parler de la quantité qui est demandée par le consommateur. Donc la fonction de demande dépend de nombreux paramètres. La quantité demandée dépend, elle, du prix. Donc une fois qu'on a la fonction, on peut parler de la demande, de la quantité demandée, en fonction du prix du bien. Regardons un exemple. Regardons ce qui se passe en termes de modification de la demande, donc de la fonction, en fonction du nombre d'acheteurs. On voit que si on a plus d'acheteurs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un prix égal, plus de personnes vont souhaiter demander du bien, et donc, on aura une demande qui va augmenter. Donc, on a une fonction qui va être shiftée, comme ça, vers la droite. Donc, voilà ce qui se passe sur la demande, c'est-à-dire la manière dont la fonction change lorsque le nombre de consommateurs accroît. En revanche, si on regarde le cas de taxes, qu'est-ce qui se passe si on fixe un ensemble de consommateurs et puis on décide de taxer le bien? C'est-à-dire que plutôt que de payer un certain prix pour acheter le bien, on doit payer maintenant le prix plus la taxe. Et dans ce cas-là, la fonction de demande des consommateurs va rester essentiellement la même. Ce qui va varier, c'est le prix. Donc on regarde, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'effet d'une augmentation du prix? Et l'effet d'une augmentation du prix, c'est un changement de la quantité demandée, mais la fonction elle-même, la fonction de demande, reste la même. Donc on a d'autres exemples de paramètres qui vont faire varier la demande ou qui vont faire varier la quantité du bien qui est demandé. Si on regarde le cas du nombre d'acheteurs, on l'a vu, la demande croît avec le nombre d'acheteurs. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur l'effet du revenu, la demande, c'est-à-dire la courbe, va varier avec le revenu d'un ou des consommateurs. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe? Typiquement, lorsque un consommateur ou les consommateurs s'enrichissent, ben, ils ont des moyens financiers supplémentaires, donc ils sont capables d'augmenter leur consommation. Et c'est ce qui se passe très souvent pour beaucoup de biens, c'est les biens qu'on appelle normaux, c'est-à-dire les biens dont la demande croît avec le revenu. Ce n'est pas le cas de tous les biens. Il existe d'autres biens qu'on appelle des biens dits inférieurs, où la demande, elle, décroît avec le revenu. Pourquoi? Eh bien, parce que si jamais on a un revenu qui devient plus faible, on est moins capable d'acheter des produits, et il peut y avoir un effet de substitution envers des produits, en direction de produits qui sont moins onéreux et dont la consommation, à ce moment-là, va augmenter. Prenons l'exemple des pommes de terre. Si jamais le revenu de certains ménages décroît, ces revenus pourront peut-être acheter moins de viande, acheter moins de biens onéreux, et ils vont substituer en augmentant leur consommation de pommes de terre. Donc les pommes de terre, c'est un bien inférieur, un bien dont la consommation augmente lorsque les revenus diminuent. Les prix des autres biens. Donc ce qui est important, c'est de voir qu'ici, on analyse un bien individuellement et on analyse chaque bien sans penser au fait qu'il existe d'autres biens. C'est vraiment une grande simplification. De manière générale, la théorie économique, ce qu'on étudie assez fortement, l'achat de biens et de paniers de biens simultanés. C'est ce qu'on appelle la notion d'équilibre général. Donc si on regarde maintenant la demande d'un bien en fonction du prix d'un autre bien. Lorsque deux biens sont dits substituts, la demande d'un bien croît lorsque le prix de l'autre croît. Donc, par exemple, si vous avez des croissants et des pains au chocolat, si jamais le prix des croissants augmente, vous allez peut-être commencer à acheter plus de pain au chocolat et réciproquement. Il y a aussi des biens compléments. Les biens compléments, ce sont des biens tels que si jamais le prix d'un bien décroît, la demande de l'autre bien va croître. Donc, qu'est-ce qui se passe? Prenons un exemple, l'exemple de télévision ou d'abonnement Internet avec des abonnements de vidéos à la demande, tels que Netflix. Eh bien, si vous voyez que si jamais le prix des abonnements Internet diminue, plus de gens vont avoir des abonnements Internet, et à partir de là, plus de gens vont être capables de s'abonner à Netflix.
plus de gens vont souhaiter prendre cet abonnement. Donc là, on est dans le cas de biens dits compléments par opposition au cas de biens dits substituts. Un aspect qu'on n'a pas vraiment pris en compte ici, c'est un aspect temporel. C'est le fait que lorsque des consommateurs achètent des paniers de biens, ils n'achètent pas uniquement des paniers de biens à un moment donné, mais ils achètent des paniers de biens en fonction de ce qu'ils pensent être leur revenu dans le futur, leur capacité à acheter des biens aussi dans le futur. Donc on a vraiment des effets importants d'anticipation. Et par exemple, il est important de penser que les anticipations de revenus futurs modifient la demande. On peut avoir, par exemple, des économies de précaution si jamais on anticipe des baisses de revenus. Donc, si jamais on anticipe des baisses de revenus, il est probable que la demande au moment actuel va décroître. Quel est l'effet de la concurrence entre producteurs sur la demande ou sur la quantité demandée? Et on voit que si on se passe du point de vue du consommateur, finalement, la concurrence entre producteurs n'est pas quelque chose qui va affecter la fonction de demande, la manière dont on va réagir au prix. Mais en revanche, cela va affecter les prix parce que plus de compétition ou de concurrence entre producteurs est un facteur de décroissance des prix. Et à partir de là, on va avoir une augmentation de la quantité demandée. Donc c'est important encore de garder en tête la distinction entre demande et offre. Un petit résumé de ce qu'on a vu sur la demande. La première chose à voir, c'est que cette notion économique, qui est la demande d'un bien pour un consommateur ou pour l'ensemble des consommateurs, est fondée sur les préférences des consommateurs. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va construire la théorie économique. Et ce qui est important pour nous, ici, c'est la notion de propension marginale à payer pour une certaine quantité du bien. Donc, pour le consommateur I, UI de Q, la proportion marginale à payer du consommateur I lorsque ce consommateur possède déjà Q unités de biens et le montant maximum que ce consommateur est prêt à payer pour une unité supplémentaire du bien. On suppose généralement que c'est positif, c'est-à-dire que le consommateur va souhaiter obtenir un petit peu plus de biens plutôt que souhaiter en avoir moins, la question étant celle du prix maximum qu'il est prêt à payer. Et ici, ça c'est important de regarder, c'est que c'est décroissant en Q. Donc ça c'est une hypothèse économique assez importante, qui est que lorsque les consommateurs augmentent leur consommation de biens, ils sont prêts à payer de moins en moins pour une quantité supplémentaire du bien, ce qui est généralement vérifié empiriquement. À partir de cette propension marginale à payer, ici, on va déterminer la demande individuelle d'un consommateur. Et ce qu'on a vu, c'est que la quantité demandée à un certain prix P est telle que, à cette quantité demandée, la propension marginale à payer est précisément égale au prix du bien. Et donc, ce qu'on a, c'est que cette quantité demandée est simplement obtenue par la fonction inverse de la propension marginale à payer. Donc, ça veut dire que la fonction de demande individuelle, c'est la fonction inverse de la propension marginale à payer. Et puisque la propension marginale à payer est décroissante en fonction de la quantité, on obtient une demande qui est décroissante ici en fonction du prix. Maintenant, une fois qu'on a les demandes individuelles de chacun des consommateurs, on va regarder la demande du marché. Donc, à un prix donné de P, quelle est la somme des quantités souhaitées par l'ensemble des consommateurs? Eh bien, c'est obtenu en regardant évidemment la somme des demandes individuelles des différents consommateurs. Ce qu'on appelle la loi de la demande, c'est un terme qui nous dit tout simplement que la demande d'un bien va être décroissante en fonction de son prix. Donc, mathématiquement, c'est une grande simplicité ici. On a des fonctions qui sont chacune décroissantes. Chaque demande individuelle est une fonction décroissante. La demande totale, elle aussi, est une fonction décroissante de son prix. Mais c'est quelque chose à garder en tête. Donc, c'est pas ce qu'on appelle une loi d'airain. C'est pas une loi absolument vérifiée 100% du temps, mais c'est une loi qui est vérifiée très généralement dans les systèmes économiques et qu'on appelle la loi donc de la demande. Maintenant, rappelons-nous ce que nous avons vu sur le surplus. Le surplus pour un consommateur peut être vu comme son gain dû au fait qu'il est capable d'acheter un certain bien par opposition au fait qu'il
ce bien n'était pas disponible. Et ce qu'on a vu sur le surplus du consommateur I à une certaine quantité P, c'est l'aire de la courbe, l'aire sous la courbe de sa fonction de demande et au-dessus de P. Donc ça peut être vu comme une intégrale. Une intégrale ici qu'on a mise pour x supérieur ou égal à P de di de x. Donc je peux vous montrer quand même très rapidement ce qu'il en est. C'est qu'on a vu ici à un certain prix P que la demande totale pouvait s'exprimer comme une somme comme ci, mais ça peut aussi s'exprimer comme une somme comme cela. Et à partir de là, on a écrit cela comme une intégrale pour x supérieur ou égal à P de la quantité demandée. Voilà donc pour le surplus du consommateur I. Maintenant, si on regarde le surplus de l'ensemble des consommateurs, le surplus de l'ensemble des consommateurs s'obtient tout simplement en prenant la somme des surplus des consommateurs individuels. Et donc, on a cette fois une intégrale, encore une fois, pour x supérieur ou égal à P de la somme des demandes individuelles, donc la somme des DI de x, c'est-à-dire on obtient l'intégrale pour x supérieur ou égal à P de D de x. Cela veut dire, en termes graphiques, quelque chose qui est assez intéressant, qui est que si on regarde la fonction de demande totale ici, à un prix donné de P, encore une fois, le surplus de l'ensemble des consommateurs va être obtenu comme étant l'aire sous la courbe de demande et au-dessus du prix P. Merci de votre attention et la vidéo suivante, nous verrons la notion d'offre.